Je me trouvais dans le grenier poussiéreux de la maison de ma grand-mère Marguerite, triant ses affaires après son décès. Le bruit de la pluie battante contre les fenêtres créait une atmosphère lugubre, mais je continuais mon travail, plongée dans les souvenirs de ma chère grand-mère. C'est alors que je l'ai vu, un vieux coffre en bois, caché sous une pile de couvertures usées. Curieuse, je l'ai ouvert avec précaution. À l'intérieur, reposait un magnifique mais étrange poupée de porcelaine. Ses yeux étaient d'un réalisme saisissant, presque trop réel pour une simple poupée. En le prenant dans mes mains, j'ai lu le nom gravé sur une petite plaque en métal à la base de la poupée. Émile. Je me suis demandé pourquoi ma grand-mère avait gardé cette poupée si précieusement. Qu'avait-elle de spécial pour elle? Cette nuit-là, la tempête s'intensifiait dehors. Le vent hurlait et la pluie battait contre les fenêtres de ma chambre. Je reposais Émile sur une étagère et me préparais à dormir. Mais quelque chose me troublait. Les yeux de la poupée semblaient me suivre à chaque mouvement. Essayant de me convaincre que ce n'était que mon imagination, je me suis allongée, mais une sensation étrange persistait. Soudain, un éclair illumina la pièce et, dans cette lueur fugace, j'ai cru voir Émile cligner des yeux. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. « Non, ce n'est pas possible », me suis-je dit à voix haute, essayant de me rassurer. Mais alors que le tonnerre grondait, j'ai entendu une voix faible presque murmure. « Catherine !» Je me suis redressée brusquement, les yeux écarquillés. « Qui est là ?» ai-je demandé, la voix tremblante. « C'est moi, Émile. » La poupée me regardait. Ses lèvres de porcelaine s'étaient légèrement ouvertes. J'étais pétrifiée. « Comment peux-tu parler? Je suis ici pour te révéler des secrets que ta grand-mère connaissait. Des secrets sur un crime qui a eu lieu il y a longtemps, dans la petite ville de Saint-Lupin. » Je ne savais quoi penser. Était-ce un rêve, une hallucination? Mais la voix était si réelle. Quel crime? De quoi parles-tu? Il y a des années, une jeune fille nommée Isabelle a disparu. Ta grand-mère savait ce qui s'était passé, mais le coupable n'a jamais été trouvé. Il est toujours en liberté. Je sentais un frisson glacé parcourir mon dos. Pourquoi ma grand-mère n'avait-elle jamais parlé de cette histoire? Pourquoi avait-elle gardé Émile, une poupée apparemment hantée? Et pourquoi cette poupée me révélait-elle ses secrets maintenant? Incapable de rester seule avec ces révélations bouleversantes, j'ai immédiatement appelé Jacques, mon ami journaliste passionné par les histoires surnaturelles. « Jacques, tu dois venir tout de suite. J'ai besoin de ton aide. »« Qu'est-ce qui se passe, Catherine? Tu sembles bouleversée. »« Je t'expliquerai tout en personne. C'est trop incroyable pour être raconté au téléphone. » Quelques minutes plus tard, Jacques était à ma porte, trempé par la pluie. « Alors, que se passe-t-il? » demanda-t-il, essuyant les gouttes de son visage. Je lui ai raconté toute l'histoire, depuis la découverte de la poupée jusqu'à la révélation d'Émile. Jacques écoutait attentivement, son regard devenant de plus en plus sérieux. « Si ce que tu dis est vrai, Catherine, nous devons enquêter. Nous devons aller à Saint-Lupin et découvrir ce qui s'est réellement passé. » J'ai hoché la tête, déterminée. Oui, nous le devons, pour ma grand-mère, pour Isabelle et pour nous-mêmes. Nous devons découvrir la vérité. Et c'est ainsi que Jacques et moi avons décidé de nous rendre à Saint-Lupin, prêts à affronter les ténèbres du passé et à déterrer des secrets qui auraient peut-être dû rester enfouis. Lorsque Jacques et moi sommes arrivés à Saint-Lupin, une petite et pittoresque localité nichée entre des collines verdoyantes, la pluie semblait vouloir nous accompagner tout au long de notre périple. Les pavés étaient glissants sous nos pieds, et l'air était imprégné d'une humidité lourde, presque oppressante. Nous avons décidé de commencer notre enquête par la taverne locale, un endroit où les langues se délient plus facilement après quelques verres de vin. À l'intérieur de la taverne, l'atmosphère était chaude et accueillante, contrastant fortement avec le temps maussade à l'extérieur. Les habitués nous ont jeté des regards curieux mais sans méfiance excessive. Jacques, avec son charme naturel, a rapidement engagé la conversation avec l'aubergiste, un homme d'un certain âge nommé Georges. « Bonjour, Georges. Nous sommes ici pour enquêter sur une vieille histoire concernant une certaine Isabelle. Vous en avez peut-être entendu parler ?» a demandé Jacques avec un sourire encourageant. Georges a haussé les sourcils, visiblement surpris, mais a hoché la tête. « Isabelle. Oui, je me souviens vaguement. Une tragédie, ça. Elle a disparu il y a bien longtemps. Sa mère, Madame Dubois, n'a jamais vraiment surmonté ce choc. Vous pourriez nous en dire plus? » ai-je demandé.
essayant de paraître aussi intéressée que possible sans être intrusive. Georges a soupiré profondément avant de continuer. Isabelle était une jeune fille très aimée dans le village. Sa disparition a été un choc pour tout le monde. Sa mère, pauvre femme, a perdu la raison peu de temps après. Nous avons remercié Georges et avons décidé de parler à d'autres habitants. Jacques a eu l'idée de visiter la bibliothèque locale pour chercher des archives ou des journaux de l'époque. C'est là que nous avons trouvé un vieux journal qui mentionnait un certain Henri. Regarde ça, Catherine. Jacques m'a montré un article jauni par le temps. Henri a été vu pour la dernière fois près de la maison d'Isabelle. Mais il a disparu peu de temps après elle. Je pouvais sentir que quelque chose ne collait pas. « Tu penses que Henri a vraiment quelque chose à voir avec ça ?» ai-je demandé, perplexe. Jacques a haussé les épaules. C'est difficile à dire. Peut-être que c'est une fausse piste. Nous devrions continuer à creuser. Nous avons ensuite décidé de rendre visite à Madame Dubois. Sa maison se trouvait à l'extrémité du village, une vieille bâtisse recouverte de lierre. La porte était légèrement entr'ouverte, et nous avons échangé un regard hésitant avant d'entrer. À l'intérieur, l'air était lourd et empreint de tristesse. Madame Dubois, maintenant très âgée, était assise dans un fauteuil près de la fenêtre, regardant fixement l'extérieur. Lorsqu'elle nous a vus, ses yeux se sont éclairés d'une lueur de reconnaissance. « Vous êtes ici pour Isabelle, n'est-ce pas ?» Sa voix était faible mais claire. « Oui, madame. Nous cherchons à comprendre ce qui lui est arrivé, » ai-je répondu doucement. Madame Dubois a souri tristement. Elle était ma vie, ma chère Isabelle, mais elle savait des choses que personne ne devait savoir. Avant que nous ne puissions en savoir plus, une voix rauque s'est fait entendre derrière nous. « Vous ne devriez pas être ici. » Nous nous sommes retournés pour voir un homme robuste, visiblement en colère. « Pierre, » a murmuré Madame Dubois. « Laisse-les. Ils cherchent la vérité. » Pierre a serré les poings, mais a reculé légèrement. « La vérité? Vous ne savez pas ce que vous cherchez. Le passé devrait rester enterré. » Avant de partir précipitamment, il a lancé une dernière phrase qui a résonné dans ma tête. « Le poupée, elle sait tout. » Jacques et moi nous sommes regardés, abasourdis. « Le poupée, Émile, » ai-je murmuré. Nous avons quitté la maison de Madame Dubois avec plus de questions que de réponses. Mais une chose était claire. Notre enquête ne faisait que commencer. Lorsque j'ai trouvé le journal de ma grand-mère Marguerite, mon cœur a commencé à battre plus vite. Je savais que ce petit carnet usé contenait les secrets du passé, des secrets que même ma grand-mère, avec toute sa sagesse et son amour, avait choisi de garder enfouis. Assise à ma table de cuisine avec Jacques à mes côtés, j'ai ouvert le journal, déterminée à découvrir la vérité. « Regarde ça, Jacques !» dis-je en pointant une entrée datée de juin 1970. Marguerite parle d'Isabelle ici. Jacques se pencha plus près pour lire par-dessus mon épaule. Elles étaient vraiment proches, n'est-ce pas? Continue, l'histoire devient intéressante. Je continuais à lire à voix haute. Isabelle et moi avons rencontré cet homme étrange aujourd'hui, près de la forêt. Il semblait nous suivre partout. Je m'inquiète pour elle. Henri n'est pas celui qu'il pense. Il y a quelque chose de plus sinistre ici. Tu te rends compte, Catherine? Dit Jacques, son visage éclairé par l'excitation. Marguerite savait que Henri n'était pas coupable. Oui, mais qui était cet homme mystérieux? Me demandai-je à haute voix. Il semble qu'il soit la clé de tout ça. Au fur et à mesure que nous avancions dans le journal, il devenait évident que ma grand-mère avait des soupçons sur quelqu'un d'autre. Elle mentionnait souvent une cabane dans la forêt, un lieu de rencontre secret entre elle et Isabelle. Cette cabane paraissait être d'une importance cruciale. « Nous devons trouver cette cabane », déclarai-je fermement. C'est là que tout semble converger. En suivant les descriptions détaillées du journal, Jacques et moi nous sommes aventurés dans la forêt de Saint-Lupin. Après plusieurs heures de recherche, nous avons finalement trouvé la cabane délabrée, cachée parmi les arbres épais. « On dirait qu'elle n'a pas été utilisée depuis des décennies », murmura Jacques en poussant la porte qui grinça sinistrement. À l'intérieur, l'air était lourd et stagnant. Nous avons fouillé chaque recoin, cherchant des indices. Finalement, sous une planche de bois disjointe, nous avons trouvé une petite boîte en métal. Mon cœur battait à tout rompre alors que je l'ouvrais. « Regarde ça, Jacques. Une mèche de cheveux et un médaillon, » dis-je, les mains tremblantes. « Avec l'initiale I, Isabelle, » murmura Jacques en prenant le médaillon. « C'est un signe qu'elle était ici. » Soudain, un bruit à l'extérieur nous fit sursauter.
Un homme à l'air menaçant se tenait à l'entrée de la cabane, les yeux remplis de colère. « Qu'est-ce que vous faites ici » aboya-t-il. « Vous n'avez pas le droit d'être ici. »« Attendez, monsieur, nous cherchons des réponses sur Isabelle, » répondis-je, essayant de rester calme. « Je ne veux rien entendre de plus sur cette maudite histoire, » cria-t-il avant de s'éloigner précipitamment. Mais avant de disparaître dans les bois, il se retourna et dit « Le Bonneco, il détient la vérité. » Jacques et moi nous regardâmes, abasourdis. « Que voulait-il dire par le Bonneco » demandai-je. « Je crois qu'il parlait d'Émile, » répondit Jacques, le visage grave. « Nous devons retourner à Paris et parler à Émile, » dis-je, déterminé. « Il en sait bien plus qu'il ne laisse paraître. » En retournant à la maison, je ne pouvais m'empêcher de penser à tous les secrets que ma grand-mère avait emportés avec elle. Mais une chose était claire, la vérité sur Isabelle et le véritable coupable étaient plus proches que jamais. Nous devions juste être prêts à affronter ce qui allait être révélé. Lorsque Pierre s'éloigna en courant, Jacques et moi nous arrêtâmes un instant pour reprendre notre souffle. Le silence de la forêt semblait désormais assourdissant après le tumulte de la confrontation. Le cœur battant encore de l'adrénaline, je regardais Jacques. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » demandai-je, ma voix à peine plus qu'un murmure. Jacques, toujours en alerte, regarda autour de nous avant de me répondre. « Nous devons trouver Pierre et découvrir ce qu'il sait vraiment. Il est évident qu'il connaît des détails cruciaux sur le sort d'Isabelle et le rôle d'Émile. » Nous décidâmes de retourner au village de Saint-Lupin pour essayer de retrouver Pierre. La pluie avait cessé, mais la nuit était encore sombre et menaçante, comme si elle cachait des secrets anciens prêts à être révélés. En arrivant à la maison de Madame Dubois, nous nous attendions à trouver Pierre, mais à notre grande surprise, la maison était vide. Cependant, une lampe à huile était encore allumée sur la table, suggérant qu'il ne devait pas être loin. « Catherine, regarde ça !» dit Jacques en montrant un vieux livre posé sur la table. En l'ouvrant, nous découvrîmes qu'il s'agissait d'un album de photos de famille. Parmi les images, nous trouvâmes plusieurs photos de Madame Dubois avec une jeune fille blonde, que nous supposâmes être Isabelle. L'une des photos montrait également un homme que nous n'avions pas encore identifié. « Peut-être que cet homme est Henri » suggéra Jacques. « Il semble proche de la famille Dubois. » Soudain, nous entendîmes un bruit à l'extérieur. En nous approchant de la fenêtre, nous vîmes Pierre, visiblement agité, discuter avec un autre homme. Nous décidâmes de sortir discrètement et de les écouter. « Tu ne devrais pas être ici, Pierre, » dit l'homme d'une voix grave. « Ils vont découvrir la vérité si tu continues à parler. »« Mais ils ont le Bonneco, Émile, » répliqua Pierre. « Il contient l'esprit d'Isabelle. Ma grand-mère en était convaincue et je commence à penser qu'elle avait raison. » À ce moment-là, je sentis une main sur mon épaule. Je sursautai et me retournai pour voir Jacques avec un doigt sur les lèvres, me faisant signe de rester silencieuse. « Nous devons les suivre sans être vus, » murmura-t-il. Nous décidâmes de suivre Pierre et l'homme à distance. Ils se dirigeaient vers une ancienne grange à la périphérie du village. En nous approchant, nous pûmes voir des lueurs de bougies à l'intérieur et entendre des murmures. « Il préparait quelque chose, » chuchota Jacques. « Il faut entrer et découvrir quoi ?» Nous nous faufilâmes à l'intérieur de la grange, où plusieurs villageois étaient réunis autour d'un autel improvisé. Au centre, Émile, le Bonneco de porcelana, était posé, avec des bougies allumées tout autour de lui. Pierre se tenait à côté, l'air déterminé. « Nous devons libérer Isabelle », annonça-t-il à l'assemblée. « Sa présence est piégée dans ce Bonneco, et c'est la seule façon de résoudre ce mystère. » Je me tournai vers Jacques, horrifié. « Ils veulent faire un rituel pour libérer son esprit ?» Jacques hocha la tête. « Il semble que oui, mais nous devons intervenir avant qu'il ne soit trop tard. » Avant que nous puissions agir, l'homme qui avait parlé à Pierre plus tôt s'avança vers l'autel et commença à réciter des paroles en latin. Les villageois répétaient après lui, et la tension dans l'air était palpable. Je sentis une vague de peur m'envahir, mais je savais que nous devions agir immédiatement. « Catherine, prête ?» murmura Jacques. J'acquiesçai, déterminé. « Oui, allons-y !» Nous nous précipitâmes vers l'autel, interrompant le rituel. « Arrêtez !» criai-je. « Vous ne savez pas ce que vous faites ?» Les villageois s'arrêtèrent, surpris. Pierre nous regarda avec colère. « Vous ne comprenez rien. C'est la seule façon de sauver Isabelle. »« Non, Pierre, dis-je fermement. Nous devons trouver la vérité, pas recourir à des rituels dangereux. Émile peut nous aider, mais pas de cette manière. » À ce moment-là, le Bonneco Émile se mit à briller d'une lueur étrange, et une voix s'éleva dans la grange. « Catherine, Jacques, écoutez-moi.
Nous étions de retour à Paris, Jacques et moi. La pluie battante contre les fenêtres ajoutait une atmosphère encore plus lugubre à notre mission. Nous nous sommes assis dans le salon, le silence uniquement brisé par le tic-tac régulier de l'horloge et le murmure lointain du vent. Émile était posé sur la table, ses yeux de verre fixant un point invisible dans l'espace. « Es-tu prête, Catherine ?» demanda Jacques, sa voix tremblant légèrement malgré ses tentatives pour paraître calme. « Oui, allons-y !» répondis-je, prenant une profonde inspiration. Je me penchai vers Émile, mon cœur battant à tout rompre. « Émile, peux-tu nous entendre? Nous avons besoin de réponses. » Les yeux du poupée semblèrent s'animer, et un murmure presque inaudible s'échappa de ses lèvres de porcelaine. « Oui, je peux vous entendre. » Jacques et moi échangeâmes un regard, surpris par la clarté de sa voix cette fois-ci. « Dis-nous, Émile, qui est le véritable coupable du crime contre Isabelle ?» demandai-je, essayant de maintenir ma voix stable. « Le véritable coupable, » commença Émile, était un homme influent de la village, quelqu'un que tout le monde respectait et craignait. Henri était innocent. Il a été utilisé comme bouc émissaire. Mais pourquoi? Jacques intervint, l'impatience perçant dans sa voix. Pourquoi Marguerite a-t-elle caché cela? Le silence tomba dans la pièce, lourd et oppressant. Finalement, Émile parla à nouveau, chaque mot pesant de lourdes implications. Marguerite savait tout. Elle a aidé à couvrir le crime pour protéger sa propre famille, car ils étaient impliqués. Elle n'était pas la personne que tu pensais, Catherine. Je me sentis comme si le sol s'effondrait sous mes pieds. « Non, ce n'est pas possible, » murmurai-je, les larmes commençant à couler. Ma grand-mère ne pouvait pas. Jacques posa une main réconfortante sur mon épaule, mais je pouvais voir qu'il était aussi choqué que moi. « Émile, y a-t-il autre chose que nous devons savoir ?» demanda-t-il. Avant qu'Émile ne puisse répondre, les lumières commencèrent à clignoter et une sensation de froid intense envahit la pièce. « Attention !» dit Émile dans un dernier souffle. « Ne faites confiance à personne. » Puis, ses yeux se fermèrent et il tomba inerte, comme s'il avait soudainement été privé de toute vie. « Non, Émile, attends. » J'essayais de le secouer, mais il ne réagissait plus. « Jacques, qu'est-ce que cela signifie? Que devons-nous faire maintenant? » Jacques se leva, ses traits gravés de détermination. « Cela signifie que nous sommes dans quelque chose de bien plus grand que nous l'avions imaginé. Nous devons continuer à enquêter, mais avec prudence. Si Marguerite a caché quelque chose d'aussi énorme, alors il y a probablement d'autres personnes impliquées, des personnes qui ne voudront pas que la vérité soit révélée. » Je hochai la tête, essuyant mes larmes. « Tu as raison, nous ne pouvons pas abandonner maintenant. Isabelle mérite justice et je dois comprendre qui était vraiment ma grand-mère. »« Nous devons retourner à Saint-Lupin, » déclara Jacques. « Il doit y avoir des indices que nous avons manqués, des personnes que nous n'avons pas encore interrogées. »« Oui, » acquiesçai-je, bien que mon esprit soit encore en proie à la tourmente. Nous devons être prêts à tout. Si Émile avait raison, alors nous sommes peut-être déjà en danger. Jacques hocha la tête gravement. Nous ne pouvons faire confiance à personne, et nous devons être prêts à affronter des vérités encore plus sombres. Avec un dernier regard à Émile, nous commençâmes à préparer notre retour à Saint-Lupin, conscients que la route devant nous serait semée d'embûches et de révélations effrayantes. Mais une chose était certaine, nous ne reculerions devant rien pour découvrir la vérité.